Sous des couches de rouille de poussière et des années de silence délibéré derrière une porte cadenassée que la plupart des gens n'ont jamais remarqué, et encore moins questionné, se cachait un secret suffisamment puissant pour défaire tout ce que Daddy Dave avait passé sa vie à construire. Ce qui se cachait dans ce coin oublié de la vieille boutique n'était pas simplement abandonné ou négligé. Il avait été intentionnellement scellé, enfermé hors de la vue et de la mémoire. Et maintenant, après des années d'obscurité, la vérité ne se contentait plus de rester enfouie. Elle se frayait un chemin jusqu'à la surface, s'attaquant à tous ceux qui étaient liés à son nom. L'appel est arrivé un mardi matin tranquille de la fin novembre, à peine 3 semaines après que Daddy Dave a annoncé publiquement qu'il fermait enfin l'ancien atelier pour de bon. Pendant des années, ce bâtiment a été bien plus qu'un espace de travail. C'était un sanctuaire du cran et de la vélocité des nuits tardives alimentées par l'obsession et de la faim implacable qui a aidé à transformer les rêves de course de rue en quelque chose de légendaire. Chaque tache d'huile sur le béton racontait une histoire. Chaque outil cabossé portait une histoire. Mais le temps est impitoyable, même pour les légendes. Le bail avait expiré. Les murs étaient fatigués. Les échos semblaient creux. Et Dave, du moins, en apparence, semblait prêt à lâcher prise et à aller de l'avant. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Lorsque l'équipe de démolition est arrivée, ses attentes étaient modestes. Ils s'attendaient à trouver du matériel rouillé, des pièces cassées, des moteurs oubliés, et peut-être quelques reliques que personne ne se souciait suffisamment de récupérer. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est à une découverte qui allait interrompre leur travail instantanément et changer le ton de toute la journée. Dans le coin arrière de l'atelier partiellement dissimulé, derrière des débris empilés et de vieilles étagères, se trouvait une porte en acier. Elle n'était pas seulement verrouillée, elle avait été soudée. Selon les premières estimations, elle n'avait pas été ouverte depuis plus d'une décennie. Derrière cette porte se trouvait une pièce dont personne ne prétendait connaître l'existence. Ni les ouvriers, ni le propriétaire, et selon les premières déclarations, pas même Daddy Dave lui-même. Mais c'est sur cette dernière affirmation que l'histoire a commencé à se fracturer. Le contremaître a découvert l'anomalie vers 10 heures du matin. Il était en train de vérifier méthodiquement si les murs contenaient des matériaux dangereux lorsque son pied de biche a raclé un bord qui ne semblait pas normal. Un joint là où il n'aurait pas dû y en avoir un. Une armature cachée sous des couches d'acier et de négligence. Il s'est arrêté à regarder à nouveau. Il a appelé son superviseur. Le superviseur a appelé le propriétaire. Et le propriétaire, de plus en plus inquiet, a appelé Dave. À midi, les murmures avaient déjà quitté les limites du chantier et se sont répandus dans la communauté des courses à une vitesse effrayante. Quelqu'un a pris des photos. Quelqu'un le fait toujours. En quelques heures, les images ont circulé en privé et les questions ont suivi immédiatement. Qu'y avait-il derrière cette porte? Pourquoi avait-elle été scellée? Et la question que personne ne voulait poser à voix haute, mais que tout le monde pensait: qu'est-ce que Papa Dave cachait depuis tout ce temps? Pour un homme dont la vie s'est déroulée presque entièrement devant les caméras, dont la carrière s'est épanouie sous les feux de la rampe, dont la réputation s'est construite sur la transparence, la compétition et l'exposition brute, c'était différent. Il ne s'agissait pas d'un moteur qui a explosé ou d'une rivalité de rue qui échappe à tout contrôle. Ce n'était pas du divertissement. C'était personnel, c'était délibéré, c'était quelque chose d'enterré avec intention. Et maintenant, cela avait été traîné dans la lumière. Dave n'a pas répondu aux appels ce jour-là. Son téléphone s'est resté silencieux. Sa femme n'a rien dit. Les membres de son équipe des hommes, qui avaient été à ses côtés pendant des années dans les victoires comme dans les défaites, ont insisté sur le fait qu'ils n'étaient pas au courant de la pièce. Ils avaient l'air sincèrement ébranlés. Mais les secrets ont leur propre nature. Une fois qu'ils sont ouverts, ils ne restent pas contenus. Et celui-ci n'a pas seulement craqué, il a explosé. Le soir venu, les spéculations allaient de bon train. Certains prétendaient que la pièce contenait de vieux papiers, des documents liés à des transactions douteuses qui finançaient les premiers jours de la course lorsque l'argent était rare et les limites floues. D'autres chuchotaient des possibilités plus sombres, des choses qui faisaient que les gens baissaient la voix même lorsqu'ils étaient seuls. Quelques-uns rejetaient tout cela comme du battage médiatique, insistant sur le fait que ce n'était rien d'autre qu'un espace vide gonflé en drame. Mais ceux qui connaissaient vraiment Dave, qui comprenaient ses habitudes et sa discipline, étaient d'accord sur une chose: il ne faisait jamais rien sans but. Si cette porte avait été scellée,
c'était parce que ce qui se trouvait derrière n'était pas censé voir la lumière du jour. Et maintenant, la lumière du jour était implacable. À la tombée de la nuit, les murmures se sont amplifiés. Le monde de la course automobile est petit soudé et impitoyable. Les informations circulent vite et une fois qu'elles circulent, elles prennent de l'ampleur. Mercredi matin, l'histoire était passée des messages privés au forum public. Des captures d'écran de la porte soudée ont inondé les médias sociaux. Des enquêteurs amateurs ont analysé chaque image. Les théories se sont multipliées plus vite que les faits. Et à chaque heure qui passait, la pression exercée sur Daddy Dave s'intensifiait. Son silence ne lui a pas rendu service. Dans des moments comme celui-ci, le silence ne protège pas. Il provoque. Il invite les autres à écrire l'histoire à votre place. Les gens ont comblé le vide avec leurs propres conclusions. Certains ont accusé Dave d'exploiter des réseaux illégaux de courses de rue bien plus étendus que tout ce qui est montré à la télévision. D'autres ont suggéré des dettes cachées, un désespoir financier ou des liens avec des personnes qu'il vaut mieux ne pas nommer. Quelques-uns sont allés encore plus loin, faisant allusion à des trahisons, des liaisons ou des secrets profondément personnels qui pourraient briser non seulement une carrière, mais aussi une famille. Ses proches ont été les premiers à ressentir l'onde de choc. Chief, l'un des plus anciens amis de Dave et l'un de ses plus féroces rivaux, a rompu le silence en publiant un court message énigmatique sur les réseaux sociaux. On pouvait y lire « Parfois le passé nous rattrape, parfois il doit le faire ». Le message était vague, mais son timing était clair. S'agissait-il d'un avertissement, d'une défense ou d'un aveu qu'il y avait des fractures sous la surface bien avant que la porte ne soit trouvée? Monza a choisi une autre voie. 2 jours après la découverte, il s'est exprimé en direct sur un podcast pour répondre directement aux rumeurs. Ses mots étaient prudents, contrôlés. Il a admis qu'il ne savait pas ce qu'il y avait dans la pièce, mais il a insisté sur une chose. À plusieurs reprises, Dave avait toujours des raisons. Et si quelque chose restait enfermé, c'est qu'il y avait une signification derrière ce choix. Il a exhorté à la retenue, au respect. Mais la retenue n'était pas de mise. Le public ne voulait pas de patience, il voulait des réponses. Et il était prêt à creuser jusqu'à ce qu'il les découvre. Derrière les portes closes, tout s'effilochait déjà. Des sources proches de la production ont révélé des tensions qui s'accumulaient discrètement depuis des mois. Dave semblait distant, distrait. Les tournages étaient annulés sans explication, les appels restaient sans réponse. Il y avait des moments où il semblait physiquement présent, mais mentalement ailleurs. À l'époque, les gens ont blâmé l'épuisement, le burn-out, le poids des courses, des tournages et de l'image publique. Mais aujourd'hui, avec le recul, ces moments ressemblent à des signes avant-coureurs que personne n'a reconnus assez tôt. Sa femme l'avait senti aussi. Des amis ont dit qu'elle avait posé des questions, l'avait pressé doucement au début, puis plus directement. Quelque chose n'allait pas. Ses réponses étaient toujours les mêmes. Tout allait bien. Mais tout allait bien était une performance. Et les performances s'effondrent quand la vérité exerce une pression. Jeudi, le propriétaire a publié une déclaration officielle. Elle était froide, impersonnelle, rédigée dans un langage conçu pour en révéler le moins possible. Mais une phrase enfouie dans le texte a tout changé. Le contenu de la pièce mise sous scellé a été mis en sécurité et est actuellement examiné par un conseiller juridique. Qui dit conseiller juridique dit avocat, et qui dit avocat dit conséquence. La déclaration évitait les détails. Elle ne nommait personne, mais elle confirmait indubitablement une chose, ce qui se trouvait dans cette pièce n'était ni un déchet, ni un débris, ni un reste inoffensif. C'était quelque chose d'assez sérieux pour nécessiter une protection, un examen et un contrôle. Le mot « preuve » a commencé à circuler discrètement, puis bruyamment. Preuve de quoi personne ne le savait, mais le ton avait changé. Ce n'était plus de la curiosité, c'était une crise. L'équipe de Dave a réagi rapidement. Un publicitaire a été engagé, des réunions d'urgence ont été organisées, des déclarations ont été rédigées et remaniées. Pourtant, pendant tout ce temps, Dave lui-même est resté absent. Pas d'interview, pas d'explication, pas de démenti. Et avec chaque heure de silence, le poids de la suspicion s'est fait plus lourd. Les fans qui l'avaient autrefois défendu ont commencé à hésiter. Les sponsors ont regardé avec attention. Les médias ont creusé plus profondément, non seulement dans sa carrière, mais dans sa vie, avant la célébrité, avant les caméras, avant la construction de la légende. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas explosif,
Pas encore. Mais c'était incomplet. Et quand les pièces ne s'alignent pas, les gens commencent à chercher ce qu'il y a en moins. Car ce qui était caché derrière cette porte soudée n'était pas seulement une partie d'un bâtiment. C'était une partie d'un passé qui refusait de rester enterré. Et maintenant qu'il avait été découvert, il n'était plus possible de l'enfermer à nouveau. Mais c'était compliqué. Et la complication dans le tribunal de l'opinion publique était presque aussi dommageable que la culpabilité. La découverte. Lorsque le contenu de la pièce a finalement été catalogué, la vérité s'est révélée plus étrange et plus sombre que prévu. À l'intérieur, les enquêteurs ont trouvé des dizaines de boîtes, empilées du sol au plafond, couverts de poussière scellée avec du ruban adhésif jauni par l'âge. À première vue, il semblait banal. De vieux dossiers, des reçus, des enregistrements d'une époque révolue de courses de rue. Mais au fur et à mesure de l'ouverture des boîtes, une image différente est apparue. Il y avait des documents financiers, des transactions qui ne correspondaient pas à la réalité. Des paiements en espèces effectués à des personnes dont les noms ne figuraient dans aucun registre officiel. Des factures pour des pièces et des services qui n'ont jamais été réclamés ou déclarés. Tout cela donne l'image d'une opération clandestine. Un monde qui existait parallèlement au monde légitime des courses, mais qui ne l'a jamais croisé publiquement. Mais ce n'était pas le pire. Au fond de la pièce cachée derrière les cartons se trouvait un coffre-fort. Petite sans prétention mais fermé, avec une combinaison que personne ne connaissait. Il a fallu 2 jours pour l'ouvrir. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur a fait exploser l'enquête. Des dizaines de photos, dont certaines étaient innocentes. Des instantanés de course, des moments privilégiés, avec l'équipage des images des premiers jours, quand tout était plus rare, plus affamé. Mais d'autres étaient différents. Ils montraient des rencontres avec des personnes que Dave n'avait jamais reconnues publiquement. Des visages qui n'appartenaient pas au monde de la course. Certaines sont floues, prises de loin, comme si la personne qui tenait l'appareil photo ne voulait pas être vue. Et puis il y a eu les lettres, écrites à la main datées de près de 15 ans. Certaines étaient menaçantes, d'autres plaidaient. Quelques-uns étaient froids, transactionnels, esquissant des accords qui n'auraient jamais dû être couchés sur le papier. Ils parlaient de dettes de faveur, échangées de promesses, faites dans l'obscurité, et qui ne devaient jamais voir la lumière. Une lettre, en particulier, a retenu l'attention. Elle était adressée directement à Dave et datait d'il y a un peu plus de 10 ans. L'écriture était tremblante, désespérée. On pouvait y lire « Vous savez ce que vous avez fait. Vous savez ce que cela a coûté. Si vous pensez que sceller cette porte la fera disparaître, vous vous trompez. Certaines choses ne restent pas enterrées. » La lettre n'était pas signée, mais l'implication était claire, quelqu'un savait. Quelqu'un l'a toujours su. Et maintenant que la porte n'est plus scellée, il regarde. Les enquêteurs ont tout transmis à l'équipe juridique de Dave. Des accords de confidentialité ont été signés, des clauses de non-divulgation ont été invoquées, mais l'information, une fois libérée, est impossible à contenir. Des fuites se sont produites, des fragments de l'histoire se sont glissés dans les fissures, et le public, déjà avide de réponses, a dévoré chaque morceau. Vendredi, le récit avait complètement changé. Il ne s'agissait plus seulement d'une pièce cachée, mais d'un homme d'une carrière et d'un passé qui refusait de rester silencieux. La communauté des coureurs, autrefois unie dans son admiration pour Dave, a commencé à se fracturer. Certains l'ont soutenu, insistant sur le fait qu'il devait y avoir une explication. D'autres ont pris leur distance, ne voulant pas être entraînés dans la tempête qui se préparait. Et malgré tout cela, Dave n'a toujours pas parlé. Ses médias sociaux sont devenus sombres, son téléphone est resté éteint. Même ses amis les plus proches ne parvenaient pas à le joindre. C'était comme s'il avait disparu, se réfugiant dans le même silence qui avait protégé cette pièce pendant tant d'années. Mais le silence, comme tout le monde l'apprenait, n'était pas une protection. L'heure tournait et le temps était compté. La société de production de Street Outlaws a publié sa propre déclaration soigneusement formulée pour éviter toute responsabilité, mais suffisamment ferme pour établir une distance. Elle a reconnu la situation, exprimé son soutien à toutes les parties impliquées et souligné son engagement en faveur de la transparence et de l'intégrité. Il s'agissait d'un cours magistral de diplomatie d'entreprise, tout dire, ne rien révéler et attendre que la poussière retombe avant de prendre de vraies décisions. Mais les fans n'étaient pas satisfaits. Ils voulaient plus que des déclarations. Ils voulaient Dave, ils voulaient la vérité sans filtre et à l'état brut. Et ils n'allaient pas s'arrêter tant qu'ils ne l'auraient pas obtenue. Une vérité qui se dévoile. Samedi matin, Dave a enfin brisé son silence. Non pas par une conférence de presse ou une déclaration soigneusement rédigée, mais par un simple message sur les médias sociaux. 12 mots. Le passé est compliqué. La vérité éclatera. Je ne la fuis pas. Ce n'était pas suffisant. Mais c'était quelque chose. Et dans le vide de l'information, quelque chose était tout ce que les gens avaient.
En l'espace de quelques minutes, le message a explosé. Les commentaires ont afflué, certains favorables, d'autres hostiles. Les médias se sont jetés dessus, disséquant chaque mot, chaque implication. Qu'entendait-il par compliqué? Reconnaissait-il sa culpabilité? Préparait-il sa défense? L'ambiguïté ne faisait qu'attiser le feu. Mais en coulisses, une autre histoire se déroulait. L'équipe juridique de Dave avait travaillé jour et nuit pour reconstituer le puzzle de cette pièce scellée. Ce qu'ils ont trouvé, c'est une chronologie qui remonte à plus loin que tout le monde ne le pensait. Les documents financiers n'étaient pas seulement des enregistrements de transactions douteuses, ils étaient la preuve d'une survie. Au début, avant que les hors-la-loi ne deviennent un phénomène avant les commandites, et la célébrité Dave était désespérée. La course ne payait pas les factures, elle couvrait à peine le coût des pièces. Ainsi, comme beaucoup d'autres dans ce monde, il a fait des affaires certaines légales, d'autres moins. L'argent qui a financé ses premières constructions, les relations qui lui ont permis d'accéder aux pistes et aux courses. Elles ne sont pas venues de nulle part, mais de personnes qui opéraient dans l'ombre. Des gens qui ont vu le potentiel d'un jeune coureur prêt à prendre des risques. Et pendant un certain temps, cela a fonctionné. Dave a grimpé les échelons. Son nom a pris de l'ampleur. L'émission l'a appelé. Et lorsqu'elle l'a fait, il a rompu ses liens, enfermé les preuves et est allé de l'avant. C'est du moins ce qu'il pensait, car les personnes avec lesquelles il avait travaillé à l'époque n'avaient pas oublié. Certaines étaient passées à autre chose, avaient disparu dans l'obscurité. Mais d'autres étaient restées à proximité, observant depuis les coulisses, attendant le bon moment. Et maintenant que les scellés ont été levés, ils ont vu une opportunité. Un nom apparaissait sans cesse dans les documents. Un homme connu seulement sous le nom de Marco. Pas de nom de famille et pas d'identité claire, mais sa signature était partout. Sur des contrats, sur des reçus, sur des lettres qui laissaient entrevoir une relation bien plus complexe que les affaires. Marco avait été la bouée de sauvetage de Dave au cours de ses premières années. Mais il avait aussi été son ancre. Un poids qui l'avait entraîné plus profondément dans un monde qu'il voulait désespérément fuir. Et maintenant, Marco voulait quelque chose. La lettre de menace trouvée dans le coffre-fort, elle était de lui. Ou du moins, les enquêteurs le croyaient. L'écriture correspond à des notes trouvées ailleurs dans les documents. Le ton, la langue, tout indique la même source. Marco a été patient. Il avait laissé Dave construire son empire, le laisser goûter au succès. Mais maintenant, il voulait son dû. La question était de savoir ce que Dave lui devait. L'argent était la réponse évidente, mais les lettres suggéraient quelque chose de plus. Des faveurs, des relations, l'accès au monde que Dave habitait maintenant. Marco était resté dans l'ombre pendant des années, mais les ombres ne durent que le temps que la lumière reste à l'écart. Et maintenant, la lumière était flamboyante. L'équipe de Dave a essayé de localiser Marco pour devancer tout mouvement qu'il pourrait faire. Mais l'homme était un fantôme. Pas de présence sur les médias sociaux, pas d'archives publiques. Quelques photos floues et une série de pseudonymes étaient tout ce qu'ils avaient. C'est comme s'il avait conçu toute son existence pour rester invisible. Mais invisible ne veut pas dire impuissant. Le dimanche soir, un colis arrive au domicile de Dave. Pas d'adresse de retour, pas de mots. Juste un objet, une clé USB. Sa femme l'a trouvé en premier posé sur le porche, enveloppé dans un simple papier brun. Elle l'a apporté à l'intérieur, ne sachant pas trop quoi en penser. Dave l'a su immédiatement. Il ne l'a pas ouvert tout de suite. Il l'a regardé pendant des heures, le tournant dans ses mains, pesant ses options. Une partie de lui voulait le détruire, le jeter et faire comme s'il n'avait jamais existé. Mais il savait qu'il valait mieux le faire. Quoi qu'il y ait sur ce disque, l'ignorer ne le ferait pas disparaître. Lorsqu'il l'a finalement branché, ce qu'il a trouvé a confirmé ses pires craintes. Des vidéos, des enregistrements datant d'il y a des années de l'époque où il était encore en train de se frayer un chemin. Des réunions avec Marco, des conversations qui n'auraient jamais dû être documentées, des accords conclus dans des salles peu éclairées, loin des caméras, loin des témoins. Tout était là, archivé, en attente. Et au bout du disque, un simple fichier texte. Une ligne. Le monde mérite de savoir qui vous êtes vraiment. Confrontation et conséquences. Dave n'a pas dormi cette nuit-là. Il était assis dans son garage entouré des voitures et des outils qui avaient défini sa vie. Et il a pensé à ce qui allait suivre. La clé USB était posée sur l'établi à côté de lui. Une bombe numérique à retardement qui pouvait exploser à tout moment. Le garage a toujours été son sanctuaire. Le seul endroit où le bruit du monde s'estompait pour laisser place au bourdonnement des possibilités. Mais ce soir, c'était différent. Les odeurs familières d'huile, de moteur et de métal. Les ombres projetées par les moteurs partiellement démontés. Les outils suspendus en parfait ordre sur le tableau. Tout cela semblait se moquer de lui. C'était un des instruments de sa réussite, la preuve tangible qu'il avait construit quelque chose de réel à partir de rien.
Pourtant, aujourd'hui, assis à la faible lueur d'une seule lampe d'établi entouré des preuves de tout ce qu'il avait accompli, Dave se sentait comme un étranger dans sa propre vie. La clé USB était petite banale en plastique noir, pas plus grande que son pouce. Mais elle avait le pouvoir d'effacer 2 décennies de travail en l'espace de quelques heures. Il l'avait ramassée une douzaine de fois depuis qu'il l'avait branchée, l'avait retournée dans ses mains calleuses et avait envisagé de l'écraser avec un marteau ou de le jeter dans le compacteur de déchets industriels dans le coin. Mais la destruction ne résoudrait rien. Marco avait manifestement des copies. Il ne s'agissait pas de l'appareil physique, mais du message. Un rappel que le passé n'est jamais vraiment passé. Que les dettes non payées ne disparaissaient pas simplement parce qu'on cessait de les reconnaître. L'esprit de Dave vagabondait à travers les vidéos qu'il avait regardées, chacune étant une fenêtre sur une version de lui-même qu'il s'était efforcé d'oublier. Il était là plus jeune, plus affamé, avec une pointe de désespoir dans les yeux que les caméras des hors-la-loi de la rue n'avaient jamais capturé. Dans un clip, il acceptait une enveloppe d'argent de Marco sur un parking derrière un bar fermé depuis longtemps, le genre d'endroit où l'on ne pose pas de questions et où les souvenirs sont délibérément courts. Dans un autre, il acceptait des conditions qu'il ne comprenait pas entièrement, acquiesçant parce que l'alternative était d'abandonner complètement la course et que la course était la seule chose qui ait jamais eu un sens pour lui. Il avait 26 ans dans la plupart de ses vidéos. 26, fauché et convaincu que s'il pouvait juste avoir une vraie chance, une opportunité légitime, il pourrait prouver qu'il appartient à l'élite. L'argent de Marco lui avait offert cette chance. De nouvelles pièces, des frais d'inscription, la possibilité de se présenter à des courses qui comptent. Et ça a marché, il a gagné, il s'est fait une réputation. Et lorsque les producteurs de télévision ont fait appel à lui, lorsque les hors-la-loi de la rue sont passés du rêve à la réalité, Dave a fait ce qu'il pensait être juste. Il a coupé les ponts, remboursé à Marco ce qu'il avait emprunté et scellé toute trace de ce chapitre. Sauf que Marco ne l'avait pas considéré comme un chapitre clos. Il l'avait considéré comme un investissement. Et maintenant, des années plus tard, il voulait son rendement. L'horloge sur le mur indiquait plus de 3 heures du matin. Le téléphone de Dave est posé face contre terre sur l'établi silencieux mais lourd de possibilités. Il sait ce qu'il doit faire. La question est de savoir s'il a le courage de le faire. Admettre ses erreurs est une chose, mais admettre la nature spécifique de ses erreurs devant le monde entier, devant sa famille, devant les fans qui l'ont soutenu, c'est tout autre chose. Sa femme était descendue vers minuit, s'était tenue dans l'embrasure de la porte en robe de chambre et lui avait demandé s'il allait se coucher. Il lui avait dit bientôt, tout en sachant que c'était un mensonge. Elle l'avait su aussi. Elle avait vu le poids dans ses épaules, la façon dont ses yeux ne voulaient pas rencontrer les siens. Après 20 ans de mariage, on apprend à lire les signes d'une crise. On apprend quand il faut pousser et quand il faut laisser de l'espace. Elle lui avait donné de l'espace, mais l'espace ne résolvait rien. Dave pensa à ses enfants endormis à l'étage, parfaitement inconscients que le monde de leur père était en train de s'effondrer. Ils avaient grandi avec les caméras autour d'eux, avec leur père comme personnalité de la télévision, avec l'étrange dualité d'avoir un parent qui était à la fois profondément présent et publiquement consumé. Il l'avait bien géré, tout bien considéré. Mais ça, comment allait-il expliquer ça? Comment allait-il les regarder dans les yeux et leur dire que le fondement de tout ce qu'il savait était construit au moins en partie sur des compromis qu'il avait faits dans l'obscurité? Le poids de tout cela lui pesait comme une force physique. Sa poitrine était oppressée, sa respiration superficielle. Pendant un instant, il se demanda si c'était ce que l'on ressentait lors d'une crise cardiaque, cette sensation écrasante de mur qui se referme. Mais cela passa. Ce n'était que de l'anxiété, la réponse du corps à une menace qu'il ne pouvait ni combattre ni fuir. Lorsque les premières lueurs de l'aube commencèrent à se glisser à travers les fenêtres du garage peignant le sol en béton de nuances de gris et d'ambre, Dave avait passé en revue tous les scénarios une centaine de fois. Il pourrait s'enfuir, faire un sac disparaître, laisser les choses se faire comme elles le souhaitent. Mais cela détruirait sa famille. Et pourquoi? Quelques mois, peut-être 1 an de liberté avant que l'histoire ne le rattrape de toute façon. Il pourrait se battre, engager les meilleurs avocats, qui soient contester l'authenticité des vidéos et prétendre à la coercition ou à la manipulation. Mais au fond de lui, il savait que les vidéos étaient vraies. Et se battre ne ferait que prolonger la douleur, la transformer en un spectacle qui prendrait des années de sa vie. Ou bien il pouvait l'affronter, entrer dans la lumière, assumer la vérité et accepter les conséquences.
C'était l'option la plus difficile, la plus terrifiante, mais c'était aussi la seule qui offrait une chance de rédemption. Toute possibilité que lorsque tout serait terminé, il puisse encore reconnaître l'homme qui le regarde dans le miroir. Le lundi matin, il avait pris sa décision. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il a décroché son téléphone. L'écran s'alluma affichant une douzaine d'appels manqués et 2 fois plus de messages non lus. Il les ignora tous et fit défiler jusqu'au numéro de son avocat. L'appel aboutit à la 2e sonnerie. La voix de Dave est rauque à cause du manque de sommeil mais stable. Il explique tout la clé USB, les vidéos, la menace implicite de Marco. Son avocat l'écouta sans l'interrompre, lui posa des questions précises, puis lui livra l'évaluation à laquelle Dave s'attendait. La situation était grave, potentiellement catastrophique, mais gérable s'ils agissaient rapidement et stratégiquement. Ensuite, il appela le chef, puis Monza et quelques autres personnes en qui il avait confiance. Le groupe de base qui l'a accompagné depuis le début, qui l'a vu à son pire et à son meilleur, et tout ce qu'il y a entre les deux. Chaque conversation était différente. Le chef était silencieux en train de traiter. Son silence était plus encourageant que les mots. Monza était en colère. Pas contre Dave, mais contre la situation, contre Marco, contre l'injustice d'un passé qui a autant de pouvoir sur le présent. D'autres posaient des questions, voulaient des détails, essayaient de comprendre jusqu'où cela allait et si cela les touchait aussi. Il leur a tout raconté. La pièce, les documents, Marco, les vidéos, chaque détail gênant, chaque moment compromettant. Ils avaient soupçonné quelque chose, un chapitre caché dans l'histoire de Dave qui expliquait certaines décisions, certains moments où il avait semblé avoir des ressources ou des relations qui ne collaient pas, mais il n'avait jamais insisté. Dans le monde des courses, tout le monde a des secrets. Tout le monde a fait des choses dont il n'est pas fier. On ne fouille pas dans le passé d'un homme à moins qu'il ne vous y invite. Il n'y a plus le choix. Le plan est simple dans son concept brutalement complexe, dans son exécution. Prendre de l'avance. Ils ont publié une déclaration. Ils ont contrôlé la narration avant que Marco ne puisse le faire. Ils ont façonné l'histoire selon leurs conditions. Admettre la vérité avant qu'elle ne soit utilisée comme arme. Mais l'avocat de Dave l'a averti, sa voix portant le poids de l'expérience qu'une fois la vérité révélée, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Sa carrière, sa réputation, tout ce qu'il avait construit pouvait s'effondrer. Les ramifications juridiques, à elles seules, étaient stupéfiantes, des infractions potentielles remontant à plusieurs années, des délais de prescription qui pouvaient ou non avoir expiré. Des poursuites civiles qui pourraient épuiser ses finances, même si les accusations criminelles ne se concrétisaient jamais. Et le tribunal de l'opinion publique, c'était un procès qu'il ne pouvait pas gagner avec des preuves ou de la logique. C'était un jury qui condamnait sur la base d'un sentiment, d'un récit, selon qu'il voulait pardonner ou condamner. Mais rester silencieux n'était pas non plus une option. Marco l'avait bien compris. La clé USB n'était pas un cadeau, c'était un coup de semonce. Ensuite viendraient les fuites, les divulgations stratégiques d'informations conçues pour infliger un maximum de dégâts. Marco contrôlerait l'histoire, présenterait Dave comme un fraudeur, un menteur, quelqu'un qui a bâti un empire sur la tromperie. Et lorsque Dave essaierait de répondre, il serait trop tard. L'histoire serait établie. Le mardi après-midi, avec la bénédiction réticente de son avocat et le soutien larmoyant de sa femme, Dave a donc programmé une conférence de presse. Et après, les retombées ont été immédiates et brutales. Certains se sont ralliés à Dave louant son honnêteté, sa volonté de faire face à son passé. D'autres l'ont condamné, arguant que la transparence n'était pas synonyme de rédemption. Les sponsors ont pris leur décision finale, certains sont restés, d'autres non. La société de production a annoncé une pause dans les futurs projets, impliquant Dave, invoquant le besoin de temps et de clarté. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Dans les jours qui ont suivi la conférence de presse, d'autres informations ont filtré. Marco ne s'est jamais manifesté publiquement, mais des sources ont suggéré qu'il avait été en contact avec l'équipe juridique de Dave, négociant les conditions. Ces conditions sont restées confidentielles, mais le fait que des négociations aient eu lieu laissait supposer qu'une solution était possible. La communauté des coureurs automobiles est restée divisée. Certains ont vu en Dave un exemple à suivre, un rappel de la rapidité avec laquelle le succès peut s'effondrer. D'autres l'ont vu comme un survivant, quelqu'un qui a fait des erreurs, mais qui les a assumées. La vérité, comme toujours, se situe quelque part entre les deux. Les forums en ligne ont explosé, disséquant chaque mot de la conférence de presse. D'anciens membres de l'équipage ont été interviewés et invités à commenter le caractère de Dave. Les médias sociaux sont devenus un champ de bataille où partisans et détracteurs s'affrontent quotidiennement. Pendant ce temps, à huis clos, l'équipe de Dave travaillait sans relâche pour sauver ce qui restait, en contactant des alliés potentiels, en évaluant les dégâts
et en planifiant les prochaines étapes susceptibles de rétablir un semblant de normalité dans une vie désormais définie par le scandale et l'incertitude. Dave lui-même s'est retiré de la scène publique. Il n'a pas participé à des courses. Il ne s'est pas affiché. Il s'est concentré sur sa famille, sur la réparation des dommages causés par des années de secret. Sa femme l'a soutenu même si ses amis ont dit que la tension était évidente. La confiance, une fois rompue, ne guérit pas du jour au lendemain. Mais ils essayaient. Les mois ont passé. Les gros titres s'estompent, de nouveaux scandales prennent le relais. Mais pour ceux qui ont suivi l'histoire, qui ont vu Dave s'élever trébucher et s'élever à nouveau, les questions persistent. Qui y avait-il vraiment dans cette pièce? Que voulait Marco? Et Dave pourrait-il jamais vraiment échapper à l'ombre de son passé? Les réponses, comme beaucoup d'autres choses dans cette histoire, sont restées incomplètes. Mais une chose était certaine, la porte qui avait été scellée pendant plus d'une décennie était maintenant grande ouverte. Et quoi qu'il en résulte, rédemption ou ruine, Dave devrait y faire face. Parce qu'en fin de compte, le passé ne reste pas enterré, il attend. Et lorsqu'elle émerge enfin, elle exige d'être vue. La vérité sur ce qui a été caché dans l'ancienne boutique de Daddy Dave n'est pas encore connue, et l'histoire complète ne sera peut-être jamais racontée. Mais une chose est claire, les secrets ont un prix. Si vous voulez rester au courant de tous les rebondissements, de toutes les révélations et de toutes les conséquences, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. La route est incertaine et vous ne voudrez pas manquer la suite des événements. La situation est loin d'être terminée.